À la fête de fiançailles de mon fils, ma belle-fille a exigé le collier de famille qui appartenait à ma mère, devant tout le monde. Quand j'ai refusé, elle m'a craché au visage. J'ai quitté la fête et j'ai passé un appel. 1 heure plus tard, un homme en costume noir est entré dans la salle et quand elle a vu qui c'était, elle est tombée à genoux. J'ai toujours su que ce jour viendrait, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait ainsi. Regardant par la fenêtre de ma chambre, j'observais les derniers préparatifs pour la fête de fiançailles de mon fils Ivan. Le jardin de notre maison était transformé avec des lumières dorées suspendues entre les arbres centenaires et des tables élégamment disposées autour de la fontaine que mon défunt mari avait fait construire il y a plus de 20 ans. À 58 ans, j'avais assez vécu pour reconnaître les signes. La tension dans l'air n'était pas simplement l'attente naturelle d'une célébration importante. Il y avait quelque chose de plus, un courant souterrain de conflit que je sentais grandir ces dernières semaines, depuis que Hélène Santos était officiellement entrée dans notre famille en tant que fiancée de mon fils unique. Hélène était belle, personne ne pouvait le nier. À 26 ans, elle possédait cette beauté jeune et radieuse qui faisait se retourner les gens sur son passage. Cheveux châtains ondulés, yeux verts expressifs et un sourire qui pouvait désarmer n'importe qui. Ivan était complètement sous son charme depuis leur première rencontre, il y a 2 ans. J'avais essayé de me réjouir du bonheur de mon fils, vraiment essayé, mais quelque chose chez Hélène m'avait toujours dérangé. C'était peut-être la façon dont elle regardait notre maison lors de ses premières visites, évaluant chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque détail de la décoration avec des yeux calculateurs, ou peut-être la façon dont elle posait des questions apparemment innocentes sur la famille, sur notre histoire, sur les pièces que nous avions héritées au fil des générations, toujours avec ce sourire doux, paraissant toujours sincèrement intéressé, mais je percevais quelque chose d'autre derrière ses yeux verts. Ma mère disait souvent qu'une femme en reconnaît une autre, particulièrement quand il y a des arrière-pensées. J'essayais d'écarter ces pensées, me convainquant que c'était simplement la jalousie naturelle d'une mère qui voit son fils tomber amoureux. Ivan méritait d'être heureux, et si Hélène le rendait heureux, je devais l'accepter et lui donner une chance. Mais les petites choses continuaient de s'accumuler. La façon dont elle complimentait toujours mes bijoux quand elle venait dîner, les touchant délicatement et s'enquérant de leur origine. Comment elle s'intéressait particulièrement aux pièces les plus anciennes, celles qui avaient une histoire familiale. Comment ses yeux brillaient quand je mentionnais que certaines pièces avaient été transmises de mère en fille pendant des générations. Le collier de perles de ma mère était l'une de ces pièces. Un chef-d'œuvre de joaillerie du début du siècle dernier, avec des perles parfaitement graduées et un fermoir en or blanc orné de petits diamants. Ma mère l'avait reçu de sa mère, qui l'avait elle-même hérité de sa grand-mère. C'était plus qu'un bijou, c'était un symbole de la continuité de notre lignée féminine, un lien tangible avec les femmes qui m'avaient précédée. Hélène avait commenté le collier plusieurs fois, toujours avec ce ton désinvolte qui ne trompait personne. Elle savait exactement ce que cette pièce signifiait pour moi et notre famille, et je savais qu'elle le voulait. En descendant les escaliers, j'ai trouvé Ivan dans le hall d'entrée, ajustant sa cravate devant le miroir ancien. Il était élégant dans son costume bleu marine, et pendant un instant, j'ai revu en lui le petit garçon qui courait autrefois dans ces mêmes couloirs. À 32 ans, mon fils était devenu un homme accompli, un avocat respecté, doté d'une forte personnalité héritée de son père. Mais quand il s'agissait de Hélène, il devenait vulnérable, presque naïf. « Tu es nerveux, mon chéri », ai-je observé, m'approchant de lui pour arranger sa cravate avec cette tendresse maternelle que je ne pouvais jamais cacher. Ivan a souri, ce sourire qui faisait toujours fondre mon cœur. « Un peu, maman, c'est une soirée importante. » « Oui, en effet, ai-je acquiescé, essayant de garder un ton neutre.
Hélène est déjà arrivée. Elle se préparait dans la chambre d'amis. Elle devrait descendre d'un moment à l'autre, a-t-il répondu en vérifiant sa montre. Les premiers invités devraient arriver dans une demi-heure. J'ai hoché la tête, sentant cette tension familière dans mon estomac. Il y avait quelque chose dans l'air ce soir, une tension que je n'arrivais pas à définir complètement. C'était peut-être simplement l'anxiété naturelle d'une mère, voyant son fils franchir une étape si importante dans sa vie, ou peut-être l'intuition féminine m'avertissant de quelque chose à venir. Le bruit de talons hauts dans l'escalier m'a fait lever les yeux. Hélène descendait élégamment, portant une robe bleu turquoise qui mettait en valeur ses yeux verts. Elle était vraiment éblouissante, et je pouvais voir la fierté sur le visage de Ivan quand il l'a vue. Pendant un instant, j'ai essayé de voir à travers les yeux de mon fils, de ne voir que la beauté et la douceur apparente qui l'avaient conquis. « Bonsoir, Madame Hélène », salua Hélène avec ce sourire parfait dont j'avais appris à me méfier. « La maison est magnifique pour la fête. »« Merci, ma chérie, » répondis-je en forçant un sourire. « Vous êtes très élégante. » Hélène fit une petite révérence théâtrale, visiblement satisfaite du compliment. Ses yeux, cependant, n'étaient pas fixés sur moi, mais sur le collier de perles que j'avais choisi de porter ce soir-là. C'était une pièce plus simple que le collier de ma mère, mais néanmoins précieuse et significative. J'ai vu l'éclat d'intérêt dans son regard, et j'ai senti un frisson parcourir mon échine. « Quel beau collier, Madame Hélène !» commenta-t-elle en s'approchant, comme pour l'examiner de plus près. « Est-ce une pièce de famille ?»« Oui, il appartenait à ma grand-mère, » répondis-je, portant instinctivement la main à mon cou. Un précieux souvenir. Les yeux de Hélène restèrent fixés sur le collier pendant quelques secondes avant qu'elle ne sourit à nouveau. Quelle chance d'avoir tant de pièces de famille! Ça doit être merveilleux d'avoir cette continuité, ce lien avec le passé. Ivan, ignorant la tension subtile qui se développait entre nous, enlaça Hélène par la taille. Maman a une collection impressionnante de bijoux anciens. Chaque pièce a son histoire. « J'imagine bien, » murmura Hélène, ses yeux brillant toujours de cet intérêt que je ne connaissais que trop bien. La sonnette nous interrompit, annonçant l'arrivée des premiers invités. Ivan alla ouvrir la porte, me laissant seule avec Hélène pendant quelques instants. Le silence entre nous était chargé de tensions non dites, comme deux adversaires s'évaluant avant une bataille qui n'avait pas encore officiellement commencé. « C'est une soirée très spéciale, » dit finalement Hélène, sa voix douce, mais avec une note que je n'arrivais pas à interpréter complètement. « Oui, » acquiesçai-je, gardant un ton soigneusement neutre. « Très spécial. » Elle sourit à nouveau, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose qui me fit sentir comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Comme si cette soirée était spéciale pour des raisons qui allaient bien au-delà des fiançailles évidentes. Les invités commencèrent à arriver en groupe, remplissant notre maison de conversations animées et de rires. Je me déplaçai parmi eux avec la grâce d'une hôtesse expérimentée, saluant de vieux amis, présentant des connaissances, m'assurant que tous se sentent bienvenus. Mais même au milieu de la joie de la célébration, je gardai un œil sur Hélène, observant comment elle se comportait, comment elle interagissait avec les gens, cherchant des signes de ce qui allait venir. Elle était dans son élément, conversant avec entrain avec les invités, recevant félicitations et vœux pour le futur mariage. Elle semblait sincèrement heureuse et amoureuse, et une fois de plus, j'essayais de me convaincre que mes craintes étaient infondées. Peut-être étais-je injuste avec elle, peut-être que ma résistance initiale colorait ma perception de ses actions et intentions. Mais alors, tandis que j'observais Hélène discuter avec ma belle-sœur des traditions familiales, je vis ce regard à nouveau. Le même intérêt calculateur que j'avais remarqué auparavant, focalisé cette fois sur la broche ancienne que portait ma belle-sœur. C'était un modèle, réalisai-je avec un malaise croissant.
Hélène n'était pas seulement intéressée par notre famille, elle cataloguait nos possessions, évaluant notre patrimoine avec la précision d'un expert professionnel. La fête continuait autour de moi, mais je me sentais de plus en plus isolée dans mon inquiétude grandissante. Étais-je la seule à percevoir cela? Ivan était-il si aveuglé par l'amour qu'il ne pouvait pas voir ce qui me semblait si évident? Ou étais-je en train de devenir la belle-mère stéréotypée, cherchant des défauts là où il n'y en avait pas? La fête battait son plein lorsque je sentis une main toucher mon bras. Je me retournai et trouvai Hélène à mes côtés, ses yeux verts brillants d'une intensité qui me mit immédiatement en alerte. Elle avait bu assez de champagne pour avoir les joues rosies, mais pas assez pour justifier ce qui allait se passer. « Madame Hélène, dit-elle, sa voix légèrement plus haute que la normale, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Avant que je ne puisse répondre, elle se tourna vers le groupe d'invités le plus proche et tapa dans ses mains, attirant l'attention de tous. Le brouhaha des conversations diminua progressivement et je sentis mon estomac se nouer avec un terrible pressentiment. « S'il vous plaît, puis-je avoir votre attention un moment ?» annonça Hélène avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je voudrais profiter de ce moment spécial pour faire une demande très particulière à ma chère belle-mère. » Ivan apparut à mes côtés, fronçant les sourcils de confusion. « Hélène, que fais-tu » demanda-t-il à voix basse, mais elle l'ignora complètement. Le salon était devenu presque silencieux maintenant, tous les invités se tournant dans notre direction. Je pouvais sentir des dizaines de pères dieux nous observer, attendant de voir ce qui allait se passer. Ma belle-sœur, qui se tenait près de la table des desserts, s'arrêta avec un petit four à mi-chemin de sa bouche. « Madame Hélène, poursuivit Hélène, sa voix désormais projetée pour que tous puissent l'entendre clairement. Je sais que vous avez ce magnifique collier de perles qui appartenait à votre mère, celui avec les perles parfaitement graduées et le fermoir en diamant. Je sentis mon sang se glacer. Elle ne parlait pas du collier que je portais en ce moment, mais du bijou le plus précieux de ma collection, l'héritage le plus significatif que je possédais, le collier qui était gardé dans le coffre-fort de ma chambre, attendant le jour où je le transmettrai à la prochaine génération de la famille. « Hélène, tentai-je de l'interrompre, mais elle leva la main, demandant le silence. « En tant que votre nouvelle fille, poursuivit-elle, soulignant les mots avec une théâtralité qui me fit comprendre que tout cela avait été planifié. J'aimerais porter ce collier à mon mariage. Après tout, ce serait une belle façon d'honorer les traditions de la famille Monteiro et de symboliser mon entrée officielle dans la lignée. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre tandis que je réalisais l'audace de ce qui venait de se produire. Elle m'avait mise dans une position impossible, devant tous nos amis et notre famille, sachant que tout refus de ma part paraîtrait mesquin et cruel. Ivan semblait aussi choqué que moi. « Hélène, murmura-t-il, ce n'était pas comme ça qu'on devait. »« C'est une belle tradition, » interrompit la tante de Ivan, qui était arrivée plus tôt et n'avait apparemment pas saisi la tension de la situation. « Transmettre les bijoux de famille à la nouvelle génération. » D'autres invités commencèrent à murmurer leur approbation et je vis Hélène sourire avec satisfaction. Elle avait orchestré cela parfaitement, créant une situation où je paraîtrais la méchante si je refusais de céder l'héritage de ma mère. Mais elle avait sous-estimé une chose. Je n'étais pas une femme qui se laissait manipuler, particulièrement pas dans ma propre maison, devant les personnes que je respectais le plus. « Hélène, dis-je, ma voix calme, mais assez ferme pour couper à travers le brouhaha des invités. Ce collier a une signification très spéciale pour moi. Ce n'est pas une décision qui se prend ainsi, devant tout le monde, sans discussion préalable. » Son sourire vacilla pendant une fraction de seconde, mais elle le recomposa rapidement. « Mais Madame Hélène, je pensais que vous seriez heureuse de voir la tradition se perpétuer. Je suis la future épouse de Ivan, après tout. »« Et je suis sa mère, répondis-je,
gardant ma dignité malgré l'humiliation publique qu'elle tentait de m'imposer. Certaines décisions doivent être prises avec soin et réflexion, pas comme un spectacle. C'est alors que je vis le masque tomber complètement. Les yeux verts de Hélène se rétrécirent et son expression se transforma en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, pure colère et mépris. « Vous êtes égoïste, dit-elle, sa voix maintenant chargée de venin. Vous refusez de m'accepter véritablement dans la famille. Ce collier devrait me revenir de droit. » Le salon était maintenant complètement silencieux. Je pouvais voir l'expression horrifiée sur le visage des invités, la confusion et la gêne de Ivan, le choc de ma belle-sœur. Mais Hélène n'avait pas terminé. « Vous ne m'avez jamais accepté, continua-t-elle, haussant le ton. Vous m'avez toujours traité comme si je n'étais pas assez bien pour votre précieux fils. Mais j'ai des droits maintenant. Je vais devenir une Montero. »« Hélène, arrête !» tenta d'intervenir Ivan, visiblement désespéré de contrôler la situation qui dérapait rapidement, mais elle le repoussa. « Non, Ivan, ta mère doit comprendre que les choses ont changé. Je ne vais plus accepter d'être traitée comme une intruse dans ma propre famille. » Je respirais profondément, rassemblant toute la dignité que j'avais acquise au cours de mes 58 années de vie. « Hélène, dis-je, ma voix basse, mais assez claire pour que tous l'entendent. Vous n'êtes pas encore une Montero. Et d'après ce que je viens de voir, peut-être ne le serez-vous jamais. » Ce fut comme si j'avais allumé une mèche. Le visage de Hélène devint rouge de colère, et pendant un moment, je pensais qu'elle allait me frapper physiquement. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qui me choqua encore plus profondément. Elle me cracha au visage. Le son collectif de choc des invités résonna dans le salon. Je sentis la salive couler sur ma joue, mais je ne bougeais pas. Je n'essuyais pas mon visage, ne criais pas, ne ripostais pas. Je restais là, gardant ma dignité tandis que je réalisais l'ampleur du manque de respect que je venais de subir. Ivan était paralysé d'horreur. « Hélène, murmura-t-il, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais je n'attendis ni sa réaction, ni une quelconque explication de sa part. Avec des mouvements lents et délibérés, j'ai pris une serviette de la table la plus proche et j'ai essuyé mon visage. Puis, sans dire un mot, j'ai marché vers la sortie du salon. « Maman, j'ai entendu Ivan m'appeler, mais je ne me suis pas arrêtée. Hélène, ma belle-sœur, a essayé de me rattraper, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre, fermé la porte derrière moi et me suis dirigé vers mon dressing. Là, j'ai ouvert le petit coffre-fort où je gardais mes documents les plus importants et mon téléphone personnel. J'ai pris l'appareil et composé un numéro que j'avais mémorisé depuis longtemps, mais que je n'avais jamais pensé devoir utiliser. « Docteur Silva ?» ai-je dit quand la voix familière a répondu à l'autre bout de la ligne. « C'est Hélène Montero. J'ai besoin de votre aide. » Madame Hélène, la voix de Dylan Silva était calme et professionnelle comme toujours. « En quoi puis-je vous être utile ?»« Je veux que vous veniez chez moi maintenant, » ai-je répondu, regardant par la fenêtre le jardin où ma fête de fiançailles s'était transformée en cauchemar, et apporter les documents dont nous avons discuté il y a quelques mois. Il y eut une brève pause. « Je comprends. Je serai là dans 1 heure. » J'ai raccroché le téléphone et me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. En bas, je pouvais voir les invités en petits groupes, discutant clairement de ce qui venait de se passer. Hélène était au centre de l'un d'eux, gesticulant avec animation, probablement en train de justifier ses actions. Ivan était près d'elle, mais même de loin, je pouvais voir son attitude défaite. 50 minutes plus tard, j'ai vu une voiture noire s'approcher de l'entrée principale. Dylan Silva est sorti du véhicule avec sa mallette en cuir et a marché vers la maison d'un pas ferme et décidé. Il portait son costume noir impeccable, comme toujours, et son expression était sérieuse et professionnelle. Je suis descendue et l'ai rencontré dans le hall d'entrée. « Docteur Silva » l'ai-je salué d'un signe de tête. « Madame Hélène » a-t-il répondu,
observant attentivement mon visage. Je vois que la situation s'est développée conformément à vos inquiétudes. Pire que je ne l'imaginais, ai-je admis. Les documents sont-ils prêts? Il a ouvert sa mallette et m'a montré les papiers parfaitement organisés. Tout est conforme à vos instructions. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre? J'ai regardé vers le jardin, où la fête continuait sur un ton beaucoup plus sombre qu'elle n'avait commencé. Absolument. Ensemble, nous avons marché vers le salon. Quand nous sommes entrés, les conversations ont progressivement cessé. Dylan Silva était une figure imposante, connu dans toute la haute société de la ville, comme l'un des avocats les plus respectés et redoutés de l'État. Sa présence changeait l'atmosphère de n'importe quel environnement. Hélène, qui parlait avec animation à un groupe d'invités, probablement encore en train de justifier son comportement, s'est arrêtée au milieu d'une phrase quand elle l'a vu. Ses yeux se sont écarquillés et toute couleur a quitté son visage. « Docteur Silva » a-t-elle murmuré, le reconnaissant clairement. Dylan Silva a marché directement vers elle, son expression impassible mais intimidante. « Mademoiselle Santos » a-t-il dit, sa voix tranchant le silence comme une lame. « Je crois que nous avons quelques sujets à discuter. » C'est alors que quelque chose que je n'oublierai jamais s'est produit. Hélène, la même femme qui m'avait manqué de respect publiquement quelques minutes auparavant, qui avait craché sur mon visage et exigé mon héritage familial comme si c'était son droit, a regardé Dylan Silva et a reconnu exactement qui il était et ce que sa présence signifiait. Ses jambes ont simplement cédé. Elle est tombée à genoux au milieu du salon, devant tous les invités, ses mains tremblant tandis qu'elle regardait l'avocat avec une terreur absolue dans les yeux. Le silence qui a suivi était total. Je n'avais jamais assisté à quelque chose d'aussi dramatique que de voir Hélène s'effondrer de cette façon, ses genoux heurtant le sol en marbre, avec un bruit sec qui a résonné dans le salon. Ses mains tremblaient visiblement, tandis qu'elle regardait Dylan Silva avec une expression de panique pure qui a complètement transformé son visage. « Mademoiselle Santos, » a dit l'avocat de sa voix grave et contrôlée, « je crois que vous savez exactement pourquoi je suis ici. » Les invités autour restaient immobiles, comme s'ils étaient spectateurs d'une pièce de théâtre qui avait pris un tournant complètement inattendu. Je pouvais voir la confusion sur les visages familiers des personnes qui étaient venues célébrer les fiançailles de mon fils et se retrouvaient maintenant au milieu d'une situation qu'aucun d'entre eux ne pouvait comprendre complètement. Ivan s'est approché de Hélène, tendant la main pour l'aider à se relever. « Hélène, que se passe-t-il » a-t-il demandé, sa voix chargée d'inquiétude et de perplexité. « Pourquoi réagis-tu ainsi? Qui est cet homme ?» Elle n'a pas accepté son aide, restant à genoux, tandis que ses larmes commençaient à couler sur son visage, parfaitement maquillé. « Ivan » a-t-elle murmuré, sa voix presque inaudible. « Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Dylan Silva ouvrit sa mallette en cuir avec des mouvements précis et délibérés. « En réalité, monsieur Monteiro, dit-il, s'adressant à mon fils, je crois que c'est exactement ce que cela semble être. Votre fiancée a quelques problèmes juridiques en suspens qu'elle n'a apparemment pas partagés avec la famille. » C'est alors que je vis Ivan me regarder vraiment pour la première fois depuis que tout avait commencé. Ses yeux bruns, si semblables à ceux de son père, rencontrèrent les miens à travers le salon. Il y avait une question silencieuse là, une quête de réponse que je savais devoir fournir. « Maman, dit-il, marchant vers moi, tandis que Hélène restait au sol. Que se passe-t-il ici? Comment connais-tu cet avocat? » Je pris une profonde inspiration, me préparant à révéler des informations que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. « Ivan, il y a quelques semaines, j'ai commencé à recevoir des appels étranges. Des gens qui posèrent des questions sur Hélène, sur des dettes, sur des engagements non tenus. Au début, je pensais que c'était des erreurs, mais quand les appels sont devenus plus fréquents et plus précis, j'ai décidé d'enquêter.
L'expression de mon fils passa progressivement de la confusion à l'horreur grandissante. « Quel genre d'appel » demanda-t-il, sa voix baissant. Dylan Silva sortit un document de sa mallette. « Monsieur Monteiro, votre fiancée a des dettes importantes auprès d'usuriers, un historique de chèques sans provision, et elle est poursuivie par 3 créanciers différents. De plus, il existe des preuves qu'elle a usurpé l'identité d'une autre personne pour obtenir du crédit dans plusieurs établissements financiers. » Hélène réussit finalement à se relever, s'appuyant sur une chaise proche. Son visage était maculé de mascara et sa contenance avait complètement disparu. « Ce n'est pas vrai, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Ils mentent. Ivan, tu me connais. Tu sais qui je suis. »« Je croyais te connaître, » répondit mon fils, et je pouvais entendre la douleur dans ses mots. Mais apparemment, je me trompais sur beaucoup de choses. L'avocat poursuivit sa présentation méthodique des faits. L'enquête a révélé que mademoiselle Santos a utilisé des relations romantiques comme moyen d'échapper à ses obligations financières. Il existe un schéma documenté de comportement qui suggère une préméditation dans ses actions. Je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse en observant la réalité se dévoiler devant nous. D'un côté, mes soupçons étaient les confirmés. De l'autre, je voyais mon fils découvrir que la femme dont il était tombé amoureux n'était pas celle qu'il croyait. Les documents montrent, poursuivit Silva, que mademoiselle Santos a minutieusement enquêté sur la famille Monteiro avant d'entamer sa relation avec monsieur Ivan. Elle connaissait des détails sur le patrimoine familial, les propriétés et même les bijoux de famille avant même leur première rencontre. Ivan se tourna vers Hélène, ses yeux brillants de larmes contenues. « C'est vrai ?» demanda-t-il. « Tu as tout planifié depuis le début ?» Hélène essaya de s'approcher de lui, mais Ivan recula instinctivement. « Ivan, s'il te plaît, » supplia-t-elle. « Oui, j'avais des difficultés financières, mais mes sentiments pour toi sont réels. Tout ce que nous avons construit ensemble est réel. » « Comment puis-je croire quoi que ce soit de ce que tu dis maintenant ?» répondit mon fils, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de désespoir que je reconnaissais depuis son enfance. « Tu as menti sur tout, sur qui tu es, sur tes intentions, sur tes problèmes. » Dylan Silva s'adressa à nouveau à Hélène. « Mademoiselle Santos, les créanciers sont disposés à ne pas poursuivre les actions criminelles si vous réglez vos dettes financières dans les 30 jours. Cependant, cela exigera que vous quittiez cette ville et que vous n'ayez plus de contact avec la famille Monteiro. » C'est alors que je vis le vrai visage de Hélène émerger complètement. Le masque de vulnérabilité et de remords tomba, révélant la colère et le désespoir qui avaient motivé toutes ses actions. « Vous ne pouvez pas me faire ça, dit-elle, sa voix montant à nouveau. « J'ai des droits. Ivan et moi sommes fiancés. » « En fait, interrompit l'avocat, sortant un autre document, les fiançailles peuvent être légalement annulées pour cause de fraude et de dissimulation d'informations essentielles. De plus, tout cadeau ou promesse fait sur la base d'informations fausses peut être révoqué. Ivan regarda l'anneau à sa main gauche, puis Hélène. Lentement, il retira la bague de fiançailles et la tendit vers elle. « Hélène, dit-il, sa voix brisée mais ferme, cela doit s'arrêter ici. » Elle n'accepta pas l'anneau. Au lieu de cela, elle regarda autour du salon, voyant tous les invités observer son humiliation publique. Son expression se durcit, et pendant un moment, je pensais qu'elle allait exploser à nouveau de colère. « Vous allez le regretter, dit-elle, pointant d'abord vers moi puis vers Ivan. « Particulièrement vous, ajouta-t-elle, en me regardant droit dans les yeux, vous avez détruit le bonheur de votre propre fils simplement parce que vous ne pouviez pas m'accepter. » J'ai protégé mon fils, ai-je répondu calmement, de quelqu'un qui l'utilisait à des fins égoïstes, comme toute mère l'aurait fait. Dylan Silva ferma sa mallette d'un geste définitif. « Mademoiselle Santos, vous avez 24 heures pour quitter la propriété et 48 heures pour quitter la ville. Mes associés
surveilleront le respect de ces délais. Hélène regarda une dernière fois Ivan, comme si elle espérait qu'il change d'avis et court après elle. Quand elle comprit que cela n'arriverait pas, elle redressa les épaules et marcha vers la sortie avec ce qui lui restait de dignité. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Ivan, dit-elle, je t'ai vraiment aimé. Ça, au moins, c'était vrai. » Après son départ, le salon resta silencieux pendant plusieurs minutes. Les invités commencèrent progressivement à se disperser, murmurant entre eux sur les événements extraordinaires dont ils avaient été témoins. Certains s'approchèrent de moi et de Ivan pour nous offrir leur soutien et des paroles de réconfort. Ivan s'assit lourdement sur une chaise proche, tenant toujours la bague de fiançailles. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmura-t-il. « Comment n'ai-je pas vu qui elle était vraiment ?» Je m'assis à côté de lui et posai ma main sur la sienne. « Parce que tu as vu ce que tu voulais voir, » répondis-je doucement. « Parce que tu as un bon cœur et que tu crois en ce qu'il y a de meilleur chez les gens. Ce n'est pas un défaut, mon fils. C'est l'une de tes qualités les plus admirables. » « Mais ça a failli tout me coûter, » dit-il, regardant autour du salon qui aurait dû être le théâtre d'une joyeuse célébration. « J'ai failli te perdre, toi, notre famille, notre réputation. »« Mais ce n'est pas arrivé, » répondis-je fermement. « Et maintenant tu connais la vérité, c'est ce qui compte. » Dylan Silva s'approcha de nous avant de partir. « Madame Hélène, dit-il, l'enquête est terminée. Tous les documents sont en ordre et les créanciers ont été notifiés. Je ne pense pas que nous aurons d'autres problèmes avec cette situation. »« Merci, maître Silva, » répondis-je en lui serrant la main. « Votre discrétion et votre efficacité ont été cruciales. » Après son départ, Ivan et moi sommes restés seuls dans le salon qui portait encore les traces de la fête interrompue. Des coupes de champagne à moitié pleines, des assiettes de canapé intactes, des fleurs qui avaient été arrangées avec tant de soin pour une célébration qui s'était transformée en révélation. « Maman, dit finalement Ivan, je te dois des excuses. Tu as essayé de m'avertir et je n'ai pas voulu écouter. »« Tu ne me dois rien, répondis-je. Tu étais amoureux. C'est normal que tu aies défendu la personne que tu aimais. Mais j'ai failli la laisser te manquer de respect de la pire des façons, dit-il en secouant la tête. Quand elle t'a craché dessus, j'aurais dû réagir immédiatement. J'aurais dû tout arrêter à ce moment-là. Tu étais sous le choc, dis-je. Nous l'étions tous. Personne ne s'attendait à ce qu'elle soit capable de quelque chose comme ça. Ivan resta silencieux un long moment, digérant tout ce qui s'était passé. « Comment as-tu su qu'il fallait enquêter sur elle ?» demanda-t-il finalement. « L'instinct maternel, » répondis-je avec un triste sourire. Et quelques incohérences dans ces histoires qui me dérangeaient, de petites choses qui ne correspondaient pas. Quand j'ai commencé à recevoir ces appels, j'ai su qu'il fallait agir. « Et si tu t'étais trompé ?» demanda-t-il. « Et si elle avait vraiment été celle qu'elle prétendait être ?» Alors je me serais excusé et j'aurais essayé de reconstruire notre relation, répondis-je honnêtement. Mais je savais que je ne me trompais pas. Une mère sent ces choses. Nous avons regardé ensemble le jardin à travers les grandes fenêtres du salon. La nuit était claire et les lumières qui avaient été installées pour la fête brillaient encore entre les arbres, créant une atmosphère presque magique qui contrastait drastiquement avec les événements traumatisants de la soirée. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Ivan. « Maintenant » répondis-je en me levant et en lui tendant la main. « Nous nettoyons ce désordre, nous apprenons de nos erreurs et nous allons de l'avant. Tu es jeune, Ivan. Tu trouveras quelqu'un qui mérite vraiment ton amour. » Il prit ma main et se leva. « Et le collier de grand-mère » demanda-t-il avec un timide sourire. « Il est toujours dans le coffre, » répondis-je, attendant la bonne personne pour le porter. Quelqu'un qui comprendra sa valeur non seulement financière, mais aussi émotionnelle et familiale. « Merci, maman, dit-il en me serrant dans ses bras. De m'avoir protégé, même quand je ne voulais pas être protégé.
C'est à ça que servent les mères, répondis-je en lui rendant son étreinte. À voir ce que nos enfants ne peuvent pas voir et à faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile. Pendant que nous nous étreignions, je ressentis un profond sentiment de soulagement et de satisfaction. La vérité avait été révélée, ma famille était protégée, et malgré la douleur que Ivan ressentait, je savais qu'il s'en remettrait plus fort et plus sage. La fête s'était terminée de manière inattendue, mais peut-être avions-nous célébré quelque chose de plus important encore, la préservation de l'intégrité et des valeurs de notre famille. Les semaines qui ont suivi cette nuit-là ont été une période de profonde réflexion pour toute notre famille. Je regardais Ivan lutter pour accepter non seulement la fin de ses fiançailles, mais aussi la révélation que la femme dont il était tombé amoureux n'avait jamais vraiment existé. C'était comme s'il portait le deuil de quelqu'un qu'il n'avait jamais véritablement connu. Durant les premiers jours, mon fils sortait à peine de chez lui. Il avait annulé tous ses engagements professionnels et sociaux, préférant rester dans son ancienne chambre, feuilletant des albums photos et essayant d'identifier les signes qu'il aurait dû remarquer. Je respectais son besoin de solitude, mais je savais aussi que je ne pouvais pas le laisser s'enfoncer trop longtemps dans l'apitoiement. « Ivan » dis-je, en frappant doucement à la porte de sa chambre un jeudi matin. « J'ai besoin de ton aide avec quelques documents dans la bibliothèque. » J'entendis des pas lents s'approcher de la porte. Quand elle s'ouvrit, je trouvai mon fils avec des cernes profondes et une barbe de quelques jours qui ne correspondait pas à sa personnalité habituellement soignée. « Maman, je n'ai pas la tête aux affaires maintenant, » murmura-t-il, appuyé contre le chambranle. « Ce ne sont pas des documents d'affaires, » répondis-je doucement. « Ce sont les papiers de ton père. J'ai trouvé quelques lettres qu'il t'avait écrites quand tu étais enfant, mais qu'il n'a jamais osé te donner. Je pensais que tu aimerais peut-être les lire. » Je vis ses yeux s'illuminer légèrement pour la première fois depuis des semaines. William était mort quand Ivan n'avait que 15 ans et mon fils avait toujours regretté de ne pas avoir eu plus de conversations profondes avec son père sur la vie et les relations. « Quel genre de lettres ?» demanda-t-il, sortant de sa chambre pour me suivre vers la bibliothèque. « Des lettres sur la croissance, sur le choix des bonnes personnes à aimer, sur la façon de reconnaître le véritable caractère, » répondis-je, le guidant le long du couloir, baigné par la lumière dorée du matin. Ton père était très observateur quand il s'agissait des gens. Il disait toujours que tu avais hérité de cette capacité, mais que parfois le cœur peut obscurcir notre vision. Dans la bibliothèque, je sortis une boîte en bois qui était restée rangée dans le tiroir inférieur du bureau de William. À l'intérieur, soigneusement classées par date, se trouvaient des dizaines de lettres que mon mari avait écrites pour notre fils au fil des ans, prévoyant de les lui remettre à des moments appropriés qui ne sont jamais venus. Ivan prit la première lettre d'une main tremblante. L'enveloppe portait l'inscription « Pour Ivan, quand il aura le cœur brisé pour la première fois ». Mon fils me regarda avec surprise. « Comment papa savait-il que j'aurais besoin de lire cela maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que tous les jeunes hommes passent par là, » répondis-je, m'asseyant dans le fauteuil près du bureau. « Ton père est passé par là, je suis passé par là quand j'étais jeune, et tu devais y passer aussi. Cela fait partie de la croissance. » Il ouvrit l'enveloppe avec précaution et commença à lire. Je pouvais voir ses expressions changer au fur et à mesure qu'il absorbait les paroles de sagesse que William avait laissées pour lui. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais c'étaient des larmes de soulagement et de connexion, non de désespoir. « Il dit ici, » dit Ivan, la voix tremblante, « que le premier grand amour nous apprend presque toujours plus sur nous-mêmes que sur l'autre personne, que c'est à travers la douleur que nous apprenons à valoriser l'authenticité. » Ton père était très sage, répondis-je, me souvenant des nombreuses conversations que William et moi avions eues sur la façon de guider notre fils à travers les complexités de la vie adulte. Continue à lire. Ivan passa plusieurs minutes absorbé par la lettre. Quand il eut terminé,
Il me regarda avec une expression plus claire qu'il n'avait montrée depuis la soirée de la fête. « Maman, dit-il, papa écrit sur l'importance d'avoir des gens qui nous protègent, même quand nous ne voulons pas être protégés. Il parlait de toi, n'est-ce pas ?»« Entre autres choses, répondis-je avec un sourire. Ton père a toujours su que je serais féroce dans la défense de notre famille. Parfois, il plaisantait en disant que j'étais comme une lionne protégeant ses petits. Je n'aurais pas dû douter de toi, dit Ivan, pliant soigneusement la lettre. Tu as vu ce que je ne pouvais pas voir, et j'ai refusé d'écouter. Tu étais amoureux, répondis-je, répétant les mots que j'avais dits le soir de la fête. L'amour peut nous aveugler face aux défauts évidents, surtout quand quelqu'un est habile en manipulation comme l'était Hélène. Ivan se leva et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin, où nous avions prévu de célébrer la cérémonie de mariage. « Comment as-tu su qu'il fallait l'investiguer aussi profondément ?» demanda-t-il. « Ce n'étaient pas seulement les appels téléphoniques, n'est-ce pas ?»« Non, ai-je admis, décidant qu'il était temps de dire toute la vérité. Il y a eu plusieurs petits incidents qui m'ont dérangé. La façon dont elle évitait toujours le sujet quand on lui posait des questions sur sa famille. Comment elle connaissait des détails sur notre maison et nos routines avant même d'y avoir été formellement présentée. Et surtout, la façon dont elle regardait nos affaires. « Comment ça ?» demanda Ivan en se tournant vers moi. « Elle évaluait tout, expliquai-je, me rappelant les nombreuses visites de Hélène chez nous. Ce n'était pas de l'admiration ou de la curiosité naturelle, c'était du calcul. Elle regardait les tableaux, les bijoux, les meubles anciens comme si elle faisait un inventaire mental. Une personne qui t'aimerait vraiment regarderait ces choses comme faisant partie de l'histoire de la famille qu'elle espérait rejoindre, pas comme des actifs à évaluer. » Ivan hocha lentement la tête. Et j'ai interprété ces questions sur notre famille comme un intérêt sincère à mieux nous connaître. « Parce que tu voulais y croire, » dis-je en me levant et en marchant vers lui. « Et il n'y a rien de mal à vouloir voir le meilleur chez les gens. Mais l'expérience m'a appris que quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. »« Les bijoux de grand-mère, » dit-il soudainement. Elle m'en a parlé la deuxième fois qu'elle est venue dîner ici. Je pensais que c'était juste de la curiosité féminine pour les bijoux anciens. Elle a fait plus que poser des questions, révélai-je, décidant qu'il devait connaître toute l'étendue du plan de Hélène. La semaine dernière, avant la fête, elle est venue ici pendant que tu étais en voyage d'affaires. Elle a dit qu'elle voulait planifier une surprise pour toi et m'a demandé de voir les bijoux de famille pour s'inspirer pour la décoration de la fête. Le visage de Ivan pâlit. « Et tu les lui as montrés ?»« J'ai montré quelques pièces moins précieuses, » répondis-je. Mais quand elle a insisté spécifiquement sur le collier de diamants de ta grand-mère, prétextant que ce serait parfait pour la tradition familiale, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Aucune fiancée sincère n'exigerait une pièce aussi spécifique et précieuse pour une fête de fiançailles. C'est là que tu as décidé d'enquêter sur elle ? Ce fut le moment décisif, confirmai-je. J'ai engagé le docteur Silva ce même après-midi. Il est discret et efficace et dispose d'un réseau de contacts qui peut vérifier rapidement les informations. En 3 jours, il avait déjà un dossier complet sur qui était vraiment Hélène Santos. Ivan retourna au bureau et prit une autre lettre dans la boîte. Celle-ci était marquée « Pour Ivan, sur le choix d'une épouse ». Il me regarda, demandant silencieusement la permission, et j'acquiesçai. Pendant qu'il lisait, je me rappelais la conversation que j'avais eue avec William quelques mois avant sa mort, quand nous avions discuté de comment guider notre fils dans ses relations sérieuses. William avait insisté sur le fait que je devais faire confiance à mon instinct maternel et ne jamais hésiter à protéger Ivan, même si cela signifiait des confrontations temporaires. « Papa écrit ici sur les signaux d'alarme dans les relations », dit Ivan après quelques minutes. Les personnes qui évitent de parler de leur passé, qui ne présentent pas leur famille, qui montrent un intérêt excessif pour les biens matériels avant de montrer un intérêt sincère pour la personne. Tous les signaux que Hélène a montrés, observai-je.
Tous, acquiesça-t-il en pliant la lettre. Comment ai-je pu être si aveugle face à des choses si évidentes? Parce que tu es quelqu'un de bien qui croit en la bonté des autres, répondis-je en m'approchant de lui. Ton père écrit à ce sujet dans l'une des lettres. Il dit que notre capacité à aimer et à faire confiance est aussi notre plus grande vulnérabilité, mais que nous ne devons pas la perdre à cause des gens qui l'exploitent. Ivan resta silencieux pendant plusieurs minutes, digérant non seulement les révélations sur Hélène, mais aussi les paroles posthumes de sagesse de son père. Je pouvais voir qu'il commençait à guérir, non seulement de la désillusion romantique, mais aussi de la culpabilité qu'il avait portée pour n'avoir pas perçu la vérité plus tôt. « Maman, dit-il finalement, je dois te demander pardon, non seulement pour ne pas t'avoir cru, mais aussi pour avoir permis qu'elle te manque de respect comme elle l'a fait. Quand elle t'a craché dessus, tu n'as pas besoin d'en parler, l'interrompis-je doucement. Si j'en ai besoin, insista-t-il. J'aurais dû réagir immédiatement, j'aurais dû tout arrêter à ce moment-là. Au lieu de cela, je suis restée paralysée, essayant de comprendre ce qui se passait, et cela lui a permis de continuer à t'humilier. Tu étais sous le choc, répétai-je les mots que j'avais dits auparavant. Et de plus, je savais que le docteur Silva était en route. Je savais que la vérité serait révélée en quelques minutes. Même ainsi, dit Ivan en se levant et en marchant vers moi. J'ai échoué à te protéger quand tu en avais le plus besoin, après tout ce que tu as fait pour me protéger. Tu n'as échoué en rien, répondis-je fermement, en prenant ses mains dans les miennes. Tu es mon fils, et je ferai n'importe quoi pour te protéger, peu importe ta réaction sur le moment. C'est ce que font les parents. Il m'a alors serré dans ses bras, une étreinte longue et forte qui transmettait non seulement de la gratitude, mais aussi une compréhension renouvelée de ce que signifiait une vraie famille. J'ai senti que nous commencions enfin à guérir, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que famille. « Que se passe-t-il maintenant » a-t-il demandé, faisant écho à la même question qu'il avait posée le soir de la fête. « Maintenant » ai-je répondu en regardant la boîte de lettres qui contenait encore tant de sagesse de William. « Tu continues à lire les lettres de ton père, tu retournes au travail, tu renoues avec de vrais amis, et quand tu seras prêt, tu ouvriras à nouveau ton cœur à quelqu'un qui mérite vraiment ton amour. »« Et si je n'arrive plus jamais à faire totalement confiance ?» a-t-il demandé, une inquiétude sincère dans sa voix. « Tu y arriveras, l'ai-je assuré, me rappelant les propres mots de William sur la résilience émotionnelle. Parce que tu as appris la différence entre l'amour véritable et la manipulation. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, t'a rendu plus sage, pas plus faible. » Ivan a souri pour la première fois depuis des semaines, un petit sourire mais sincère. « Merci maman, » a-t-il dit, « de me protéger, de m'aimer assez pour risquer notre relation et de m'avoir aidé à trouver les mots de papa quand j'en avais le plus besoin. »« C'est à ça que servent les familles, » ai-je répondu, ressentant une profonde satisfaction en voyant mon fils commencer son voyage de guérison et de croissance. Durant les semaines suivantes, pendant que Ivan se plongeait dans les lettres de William, j'ai également entrepris mon propre voyage de réflexion. Voir mon fils commencer à guérir m'apportait un profond soulagement, mais m'amenait aussi à me demander si j'avais géré la situation de la meilleure façon possible. Exposer Hélène publiquement avait-il été nécessaire? Ou était-ce simplement ma soif de justice qui avait parlé plus fort? Un vendredi après-midi, en rangeant des documents dans la bibliothèque, j'ai trouvé une lettre que William avait écrite pour moi, pas pour Ivan. L'enveloppe portait la mention « Pour Hélène, quand tu auras besoin de te rappeler pourquoi tu es une mère extraordinaire. » Mes mains ont tremblé en l'ouvrant, reconnaissant immédiatement l'écriture soignée de mon mari. « Ma chère Hélène, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, tu viens probablement de traverser une situation où tu as dû protéger notre famille d'une manière que d'autres pourraient mieux ne pas comprendre. Je te connais depuis assez longtemps pour savoir que tu n'agis jamais par malveillance, mais toujours par amour. Tes décisions peuvent sembler dures
pour ceux qui ne connaissent pas la profondeur de ton cœur maternel, mais je sais que chacune de tes actions vient d'un lieu de protection authentique. Je me suis assise dans le fauteuil où William lisait habituellement ses livres de droit et j'ai continué à lire ses mots posthumes. Il décrivait des situations hypothétiques où je pourrais avoir besoin de prendre des décisions difficiles pour protéger Ivan, et dans chaque scénario, il m'encourageait à faire confiance à mes instincts, même si cela signifiait des confrontations temporaires ou des incompréhensions. Souviens-toi, continuait la lettre, qu'être mère signifie parfois être incomprise. Cela signifie faire des choix que d'autres jugeront excessifs ou inutiles. Mais tu connais notre fils mieux que quiconque au monde, et si quelque chose dans ton cœur de mère crie qu'il y a un danger, écoute ce cri. Je préfère que tu sois vue comme une belle-mère difficile, plutôt que de permettre à quelqu'un de blesser notre fils. Les larmes ont coulé sur mon visage, tandis que j'absorbais chaque mot. William avait toujours été mon plus grand soutien, particulièrement concernant les décisions liées à l'éducation et à la protection de Ivan. Même après sa mort, il continuait à me donner la force d'affronter les conséquences de mes choix. À ce moment-là, j'ai entendu la sonnette. Je me suis dirigée vers la porte et à travers le Judas, j'ai vu une femme élégante d'environ 45 ans que je n'ai pas immédiatement reconnue. Elle portait une sacoche en cuir et avait une expression sérieuse mais respectueuse. « Madame Hélène Monteiro ?» a-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. « Je suis maître Camille Béatrice, avocate. J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de Hélène Santos, si possible. » Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon sang-froid. « Entrez, je vous en prie, » ai-je dit, la conduisant au salon. « Puis-je vous offrir un café ?»« Ce serait très aimable, » a répondu maître Béatrice, s'asseyant dans le fauteuil que je lui indiquais. Je dois vous dire d'emblée que je représente certaines des précédentes victimes de Hélène Santos et je suis venu vous remercier personnellement. Je me suis arrêté à mi-chemin de la cuisine. « Me remercier de quoi ?» ai-je demandé, me retournant pour la regarder. « D'avoir eu le courage de l'exposer publiquement, » a-t-elle expliqué, ouvrant sa sacoche et en sortant quelques documents. Depuis que la vidéo de votre fête a circulé sur les réseaux sociaux, 3 autres familles se sont manifestées avec des cas similaires. Hélène avait un mode opératoire très spécifique, et votre action courageuse a encouragé d'autres victimes à parler. Je me suis assise lentement dans le fauteuil en face d'elle, assimilant cette information. D'autres familles, ai-je murmuré, ressentant un mélange de validation et d'horreur en découvrant que Hélène avait causé du tort à plus de personnes. « Oui, » a confirmé docteur Béatrice en organisant les papiers devant elle. Une famille à São Paulo a perdu des bijoux estimés à 300 000 réais. Une autre à Brasilia a eu des documents importants falsifiés. Et il y a un cas à Belo Horizonte où elle a failli transférer une propriété à son nom en manipulant psychologiquement un veuf de 68 ans. Mon esprit a vagabondé, imaginant combien d'autres familles auraient pu souffrir aux mains de Hélène si elle n'avait pas été démasquée. « Et maintenant ?» ai-je demandé en me levant pour aller chercher le café que j'avais promis. « Maintenant, nous avons suffisamment de preuves pour un solide dossier pénal, » a-t-elle répondu, acceptant la tasse que je lui tendais. « Escroquerie, falsification de documents, détournement de fonds. Hélène Santos devra faire face aux conséquences réelles de ses actes. » Je suis retourné à mon fauteuil, tenant ma propre tasse avec des mains légèrement tremblantes. « Docteur Camille ?» ai-je dit après un moment de silence. « Puis-je vous avouer que parfois je me demande si j'ai bien agi? Exposer quelqu'un publiquement de cette manière ?»« Madame Hélène ?» m'a-t-elle interrompu gentiment. « Vous avez sauvé non seulement votre fils, mais probablement des dizaines d'autres familles qui auraient été les prochaines victimes de Hélène. Les personnes comme elle comptent sur le silence et la honte de leurs victimes pour continuer à opérer. En agissant publiquement, vous avez brisé ce cycle. Mon fils était dévasté, ai-je admis,
en prenant une gorgée de café. Pendant des semaines, il arrivait à peine à sortir de sa chambre. « Et maintenant ?» a demandé l'avocate, se penchant légèrement en avant. « Maintenant, il se remet », ai-je répondu, pensant aux lettres de William et à l'amélioration progressive que j'avais observée chez Ivan. Il commence à comprendre qu'il a été victime d'une manipulatrice expérimentée, pas un amoureux naïf. C'est exactement ce que nous espérions, a dit Dr Béatrice avec un sourire encourageant. Les victimes de Hélène doivent de comprendre qu'il n'y a pas de honte à avoir été trompée par quelqu'un d'aussi habile en manipulation. Elle étudiait ses victimes, adaptait sa personnalité pour être exactement ce qu'elle recherchait. Comment choisissait-elle ses victimes ? Ai-je demandé, curieuse des méthodes de Hélène. Des hommes célibataires de familles aisées, de préférence avec des mères veuves ou des pères absents, a-t-elle expliqué, consultant ses notes. Elle fréquentait des événements sociaux spécifiques, des clubs exclusifs, des vernissages, des endroits où elle pouvait rencontrer des personnes du profil qu'elle recherchait. Et comment découvrait-elle des informations sur les familles ? Ai-je continué, fascinée par la méthodologie criminelle de Hélène. Réseaux sociaux, employés de maisons mécontents, même des professionnels qui travaillaient pour les familles, a répondu Dr Béatrice. Dans votre cas, nous avons découvert qu'elle avait soudoyé une ancienne employée de la maison pour obtenir des informations sur la routine familiale et les biens de valeur. Mon sang s'est glacé. Une ancienne employée à nous ? Ai-je demandé, essayant d'imaginer qui aurait pu nous trahir ainsi. Bérénice Rodriguez, a-t-elle dit, lisant le nom dans ses documents. Elle a travaillé pour vous pendant 6 mois il y a 2 ans et a été licenciée pour petit vol. Je me suis immédiatement souvenu de Bérénice, une femme d'âge moyen que nous avions embauchée pour des services généraux, mais qui avait commencé à avoir un comportement suspect. De petits objets disparaissaient, et nous avons finalement découvert qu'elle emportait de la nourriture et des produits d'entretien chez elle. Le licenciement avait été nécessaire, mais cordial. Elle a fourni des informations sur nos habitudes, sur les bijoux de famille, sur Ivan, ai-je demandé, ressentant une colère renouvelée face à cette trahison. Tout cela, a confirmé l'avocate. Hélène a payé 5 000 raies pour un dossier complet sur votre famille. Bérénice a même fourni des photos de l'intérieur de la maison et une liste détaillée des objets de valeur. C'est pour ça que Hélène semblait tant nous connaître dès la première rencontre, ai-je murmuré, comprenant enfin comment elle avait été si efficace dans son approche. Exactement, a dit Dr Béatrice, rangeant les documents dans son dossier. Elle savait exactement comment se présenter pour conquérir Ivan et comment se comporter pour gagner votre confiance initialement. Et Bérénice, elle devra aussi faire face aux conséquences, ai-je demandé, pensant à la violation de notre vie privée que nous avions subie. Oui, elle sera poursuivie comme complice, a-t-elle répondu. Fournir des informations personnelles en échange d'argent pour faciliter des crimes est une infraction grave. Nous restâmes silencieuses pendant quelques minutes, chacune absorbée dans ses propres pensées. Finalement, Dr Béatrice se leva, indiquant qu'elle devait partir. « Madame Hélène, dit-elle, en me tendant la main, je veux que vous sachiez que votre courage d'agir a sauvé de nombreuses familles. Les autres victimes de Hélène auront enfin justice et les futures familles seront protégées. Vous devriez être fiers de ce que vous avez fait. » « Merci, docteur Camille, ai-je répondu en serrant fermement sa main. Vos paroles signifient beaucoup pour moi. Après l'avoir raccompagnée jusqu'à la porte, je suis retournée à la bibliothèque où la lettre de William était encore ouverte sur la table. J'ai relu ces mots sur la confiance en mes instincts maternels et sur la nécessité de faire des choix difficiles pour protéger notre famille. Pour la première fois depuis la soirée de la fête, j'ai ressenti une paix complète concernant mes actions. À ce moment-là, Ivan est apparu à la porte de la bibliothèque, tenant une autre lettre de son père. Son visage était plus serein et je pouvais voir qu'il avait pleuré, mais c'étaient des larmes de guérison, non de désespoir. « Maman,
dit-il en marchant vers moi. « Je viens de lire une lettre où papa parle de l'importance d'avoir des personnes courageuses dans nos vies, des personnes prêtes à faire des choix difficiles pour nous protéger, même quand nous ne voyons pas le danger. »« Et qu'en penses-tu » ai-je demandé, en rangeant soigneusement la lettre que William m'avait écrite. « Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir une mère comme toi, » a-t-il répondu en me serrant fort dans ses bras, et que je dois arrêter de me culpabiliser d'avoir été trompé par quelqu'un qui a consacré tant de temps et d'énergie à me manipuler. J'ai rendu son étreinte, sentant que nous étions enfin complètement guéris en tant que famille. Les cicatrices de ce que nous avions traversé seraient toujours là, mais elles nous avaient rendus plus forts et plus unis. Quelques semaines après ce moment de réconciliation avec Ivan, j'ai reçu un appel inattendu qui changerait complètement ma perspective sur toute la situation que nous avions vécue. C'était un mardi matin, et j'étais en train d'organiser certaines des lettres de William que nous n'avions pas encore lues quand le téléphone a sonné. « Hélène Monteiro ?» demanda une voix féminine que je n'ai pas immédiatement reconnue. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, mettant les lettres de côté. « Je m'appelle Thérèse Costa. Je suis journaliste d'investigation pour le journal Estado de São Paulo, dit-elle, et mon cœur s'est immédiatement accéléré. J'aimerais vous parler de Hélène Santos, si possible. » Je suis restée silencieuse. Quelques secondes, réfléchissant à ce que cela pourrait signifier. « Que souhaitez-vous savoir ?» ai-je finalement demandé, essayant de garder une voix calme. « Nous préparons un reportage sur les escroqueries matrimoniales visant les familles aisées, expliqua Thérèse. Votre cas avec Hélène Santos a attiré notre attention et nous avons découvert qu'il existe un schéma beaucoup plus large que ce que nous imaginions initialement. Un schéma plus large, ai-je répété, sentant un frisson dans le ventre. Madame Hélène, puis-je venir chez vous pour en discuter en personne ? Demanda la journaliste. J'ai des informations qui, je pense, vous intéresseront beaucoup. J'ai accepté de la recevoir le jour même. Après avoir raccroché, j'étais inquiète, imaginant ce que je pourrais découvrir de plus sur Hélène. Je savais déjà, par docteur Camille Béatrice, qu'elle avait fait d'autres familles victimes, mais la mention d'un schéma plus large me rendait anxieuse. Ivan est arrivé pour le déjeuner, comme c'était devenu son habitude depuis que nous avions commencé à lire ensemble les lettres de William. Il a immédiatement remarqué mon agitation. « Il s'est passé quelque chose, maman ?» a-t-il demandé en s'asseyant à la table où j'avais préparé une salade légère. « Une journaliste va venir cet après-midi, » ai-je expliqué en le servant. « Elle enquête sur Hélène et d'autres cas similaires. » Le visage de Ivan s'est légèrement crispé. Bien qu'il se remette bien, mentionner Hélène provoquait encore une réaction visible chez lui. « Tu veux que je reste là quand elle viendra ?» a-t-il proposé, picotant sa salade sans grand appétit. « Si tu te sens à l'aise, oui, » ai-je répondu en m'asseyant à côté de lui. « Mais ne te force pas. Je sais que c'est encore difficile de parler de tout ça. » « En fait, » dit Ivan en posant sa fourchette, « je pense que j'ai besoin d'entendre. Les lettres de papa m'ont aidé à comprendre que se cacher de la vérité ne me protège pas. Ça me rend juste plus vulnérable. » À 3 heures, Thérèse Costa est arrivée chez nous. C'était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux bruns attachés en un chignon élégant et aux yeux perspicaces qui semblaient capturer chaque détail. Elle portait une pochette en cuir et un enregistreur numérique. « Merci beaucoup de me recevoir, dit-elle en nous saluant, Ivan et moi, dans le salon. J'imagine que ce ne doit pas être facile de revivre cette expérience. Nous sommes prêts à aider si cela peut éviter que d'autres familles ne vivent ce que nous avons vécu, ai-je répondu en lui offrant une tasse de café. Thérèse ouvrit son sac et en sortit une série de photographies qu'elle étala sur la table basse. Mon sang se glaça quand je reconnus Hélène sur plusieurs d'entre elles, mais sur chaque photo, elle avait une apparence légèrement différente. Sur certaines, ses cheveux étaient plus foncés, sur d'autres, plus clairs. Sur l'une d'elles, elle portait des lunettes que je ne lui avais jamais vues.
Ces photographies ont été collectées au cours de 3 années d'enquête, expliqua la journaliste, pointant chaque image. Hélène Santos opérait sous au moins 5 identités différentes dans diverses villes. Ivan se pencha pour observer les photos de plus près, son visage pâlissant. « C'est elle », murmura-t-il. Mais en même temps, elle semble être une personne complètement différente sur chaque photo. « Exactement », confirma Thérèse. Hélène n'était pas simplement une opportuniste qui profitait des situations. Elle faisait partie d'une organisation criminelle sophistiquée, spécialisée dans les arnaques matrimoniales de haut niveau. « Une organisation ?» demandai-je, sentant ma voix défaillir. « Oui », répondit-elle, en organisant ses documents. « Nous avons découvert qu'il y avait au moins 6 femmes travaillant avec la même méthode, toutes coordonnées par un homme nommé Marcus Oliveira, qui gérait les opérations et partageait les bénéfices. »« Comment cela fonctionnait-il exactement ?» demanda Ivan, sa curiosité journalistique semblant surpasser son malaise personnel. D'abord, il cartographiait les familles cibles via les réseaux sociaux, les événements mondains, et même des informations obtenues auprès du personnel de maison, comme ce fut le cas chez vous, expliqua Thérèse. Ensuite, l'une des femmes assumait une identité adaptée au profil de la victime et commençait l'approche. « Et si cela échouait ?» demandai-je, pensant à l'exposition publique que Hélène avait subie lors de notre fête. « Généralement, elle disparaissait avant toute exposition, dit la journaliste. Votre cas était différent car Hélène était devenue trop confiante. Elle croyait avoir déjà Ivan complètement sous son contrôle et que vous, Madame Hélène, finiriez par céder aux pressions familiales. Elle a sous-estimé ma mère, commenta Ivan, me regardant avec un mélange d'admiration et de regret. Et heureusement, dit Thérèse avec un sourire. L'exposition publique que vous avez orchestrée a permis à d'autres victimes de se manifester et nous a permis de tracer toute l'opération. D'autres victimes se sont manifestées, demandai-je, me souvenant de la visite du docteur Camille Béatrice. 15 familles jusqu'à présent, répondit-elle, consultant ses notes, avec des préjudices totalisant plus de 2 millions de réais. Certaines ont perdu des bijoux, d'autres ont eu des documents falsifiés, et il y a au moins 3 cas où il y a eu des tentatives de transfert de propriété. Ivan passa ses mains sur son visage, visiblement perturbé par l'ampleur de ce qu'il découvrait. « J'ai vraiment cru qu'elle m'aimait, dit-il, sa voix presque un murmure. « Mon fils, dis-je, tendant la main pour toucher la sienne. Elle était une professionnelle. Elle était formée pour te faire croire cela. Madame Hélène a raison, acquiesça Thérèse. Ces femmes suivaient une formation intensive. Elles apprenaient à lire les gens, à adapter leur personnalité, à créer des connexions émotionnelles fausses, mais convaincantes. Ivan n'a pas été naïf. Il a été victime de spécialistes en manipulation. « Comment avez-vous découvert tout ce réseau ?» demandai-je, fasciné par la complexité de l'opération criminelle. « La vidéo de votre fête est devenue virale sur les réseaux sociaux, expliqua-t-elle. Cela a conduit d'autres victimes à nous contacter. Nous avons commencé à relier les points et nous avons réalisé qu'il y avait un schéma. Toutes les femmes avaient des méthodes similaires, des histoires de fond semblables et disparaissaient toujours quand elles étaient confrontées. « Et où est Hélène maintenant ?» demanda Ivan, sa voix tendue. « En prison », répondit simplement Thérèse. « Elle et 4 autres femmes de l'organisation ont été arrêtées la semaine dernière. Marcus Oliveira, le leader, est toujours en fuite, mais nous avons des pistes solides sur sa localisation. » Je ressentis un profond soulagement en apprenant que Hélène faisait enfin face aux conséquences de ses actes. « Et que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je. « Il y aura un procès, » expliqua la journaliste. « Toutes les victimes seront appelées à témoigner. Vous recevrez une convocation officielle dans les prochaines semaines. » Ivan se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où William avait l'habitude de lire ses journaux les dimanches matins. « Vous savez ce qui me dérange le plus ?» dit-il sans se retourner. « Ce n'est pas seulement le fait d'avoir été trompé,
c'est de savoir que pendant que je croyais vivre un grand amour, elle calculait froidement comment nous voler. Mais tu ne lui as pas permis de réussir, lui rappelai-je. À la fin, ton amour pour la famille a été plus fort que sa manipulation. Non, corrigea-t-il, se retournant pour me regarder. Vous ne lui avez pas permis de réussir. J'étais complètement aveugle. Thérèse rangea ses photographies et documents, se préparant à partir. « Je peux poser quelques questions supplémentaires pour le reportage ?» demanda-t-elle en allumant l'enregistreur. « Bien sûr, » ai-je répondu en m'installant confortablement dans le fauteuil. « Madame Hélène, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une mesure aussi drastique lors de la fête? Beaucoup auraient essayé de résoudre la situation plus discrètement. » J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Quand j'ai vu Hélène exiger le collier de ma mère de cette façon, devant tous nos amis et notre famille, j'ai compris qu'elle n'avait aucune limite. Ce n'était pas seulement une question de bijoux, c'était une question de respect, de dignité familiale, de protéger mon fils de quelqu'un qui ne l'aimait manifestement pas vraiment. « Et vous, Ivan, continua-t-elle en s'adressant à mon fils, comment gérez-vous tout cela maintenant ?»« J'apprends à me pardonner, » répondit-il honnêtement. « Les lettres que mon père a laissées m'aident à comprendre qu'être victime d'une manipulation sophistiquée ne me rend pas faible ou naïf. Cela me rend humain. » Une dernière question, dit Thérèse, en éteignant l'enregistreur. Quel conseil donneriez-vous aux autres familles qui pourraient vivre des situations similaires? Ivan et moi nous sommes regardés, communiquant silencieusement comme seule une mère et son fils peuvent le faire. Faites confiance à vos instincts, ai-je finalement répondu. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Et n'ayez jamais peur de protéger votre famille, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Et n'ayez pas honte de demander de l'aide, ajouta Ivan. Les personnes comme Hélène comptent sur le silence et l'isolement de leurs victimes. Après le départ de Thérèse, Ivan et moi sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, digérant tout ce que nous avions découvert. L'ampleur de l'organisation criminelle dont Hélène faisait partie était effrayante, mais cela validait aussi complètement mes soupçons et mes actions. « Maman, dit finalement Ivan, merci de m'avoir protégée, même quand je ne pouvais pas voir le danger. »« C'est à ça que servent les mères, » ai-je répondu en le serrant fort dans mes bras. « À voir les dangers que nos enfants ne peuvent pas voir et à avoir le courage d'agir, même quand c'est difficile. » Ce soir-là, avant de dormir, j'ai relu une fois de plus la lettre que William m'avait écrite sur la confiance en mes instincts maternels. Ces mots n'avaient jamais été plus pertinents, et je savais qu'il aurait été fier de la façon dont notre famille avait surmonté cette épreuve ensemble. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'interview avec Thérèse Costa, et notre vie avait trouvé un rythme plus paisible. J'observais Ivan chaque matin quand il arrivait pour notre café partagé, remarquant comme sa posture avait changé. Ses épaules n'étaient plus courbées par le poids de la culpabilité, et ses yeux avaient retrouvé cette vivacité que je connaissais depuis son enfance. Ce jeudi matin-là, pendant que je préparais notre café habituel, j'ai reçu un appel du docteur Dylan Silva. Sa voix gardait le même ton professionnel que d'habitude, mais j'ai perçu une note de satisfaction rarement présente. « Madame Hélène, j'ai des nouvelles qui devraient vous intéresser, dit-il, et j'ai immédiatement arrêté de remuer le sucre dans mon café. « De bonnes nouvelles, j'espère, ai-je répondu, sentant mon cœur s'accélérer légèrement. « Très bonne, confirma l'avocat. Hélène Santos et ses complices ont été condamnés hier. Elle a reçu 8 ans de prison pour escroquerie aggravée, association de malfaiteurs et tentative d'appropriation frauduleuse. Les autres femmes de l'organisation ont reçu des peines similaires. J'ai senti un profond soulagement parcourir tout mon corps. Et Marcus Oliveira, le chef, arrêté la semaine dernière à Brasilia, informa Silva avec une évidente satisfaction. Il tentait d'appliquer la même arnaque à une famille d'entrepreneurs quand il a été capturé.
il recevra la peine la plus lourde de tous, 12 ans. Docteur Silva, ai-je dit en m'asseyant sur la chaise de la cuisine, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre famille. Madame Hélène, ce fut un plaisir de travailler avec quelqu'un qui a eu le courage d'affronter ces personnes, répondit-il. Vous avez sauvé non seulement votre famille, mais aussi toutes les futures victimes qu'ils auraient pu faire. Quand j'ai raccroché, Ivan entrait dans la cuisine, portant un bouquet de fleurs jaunes qu'il avait cueilli dans le jardin de William. « C'était donc les préférés de papa », dit-il en les mettant dans un vase sur la table. « J'ai pensé que ce serait approprié de les avoir ici aujourd'hui. »« Pourquoi aujourd'hui elle est spéciale ?» ai-je demandé en lui servant une tasse de café. « J'ai fini de lire toutes ces lettres hier soir », expliqua Ivan en s'asseyant à côté de moi. La dernière devait être lue seulement quand je me sentirais complètement guéri de l'expérience avec Hélène. Mes yeux se sont remplis de larmes. William avait toujours su exactement ce dont ses enfants auraient besoin, même après son départ. « Et tu te sens guéri ?» ai-je demandé doucement. « Oui », répondit-il en me regardant droit dans les yeux. Et la dernière lettre contenait quelque chose qu'il voulait que je fasse quand ce moment arriverait. Ivan sortit de sa poche une enveloppe différente de celle que nous avions lue ensemble. Celle-ci était plus petite, avec nos 2 noms écrits dans la calligraphie soignée de William. « Il voulait que nous la lisions ensemble », expliqua mon fils, ouvrant l'enveloppe avec un soin révérencieux. La lettre commençait avec les mots familiers de William, mais cette fois adressée à nous deux, ma chère Hélène et mon cher Ivan. Si vous lisez cette lettre ensemble, cela signifie que vous avez surmonté une grande épreuve en tant que famille. Hélène, ta force et ta détermination ont protégé notre fils quand il en avait le plus besoin, même si cela a été douloureux pour vous deux. Ivan, ta capacité à reconnaître tes erreurs et à en tirer des leçons montre la maturité que j'ai toujours su que tu possédais. Je fis une pause dans ma lecture, observant comme les mots de William avaient encore le pouvoir de nous émouvoir profondément. Continue, maman, m'encouragea Ivan, tenant ma main libre. Maintenant que vous avez surmonté cette tempête, je veux que vous sachiez que j'ai laissé quelque chose de spécial pour vous. Dans le coffre-fort de mon bureau, il y a une boîte bleue que je n'ai jamais ouverte en votre présence. La combinaison et la date de notre mariage. Hélène. Dans cette boîte se trouve quelque chose qui appartenait à ma grand-mère, quelque chose que j'ai toujours voulu donner à la femme spéciale que mon fils choisirait d'aimer véritablement. Ivan et moi nous sommes regardés, curieux de ce que William avait gardé toutes ces années. Mais Hélène, continuait la lettre, je veux que ce soit toi qui décides si et quand cette femme spéciale apparaîtra. Ton intuition maternelle ne m'a jamais fait défaut et j'ai entièrement confiance en ton jugement pour protéger notre fils de quiconque ne le mériterait pas vraiment. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je continuais à lire les derniers bics mots de mon mari. Ivan, écoute ta mère. Elle voit avec le cœur d'une femme expérimentée et les yeux de quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Et Hélène, permets à Ivan d'aimer à nouveau quand la bonne personne se présentera. Vous êtes tous les deux ma plus grande joie et ma fierté, avec tout mon amour éternel, William. Le silence qui suivit ne fut rempli que par le son de nos cœurs battant à l'unisson. Ivan se leva et m'étreignit fortement, et je sentis la présence réconfortante de William autour de nous. « On va voir ce que papa a gardé pour moi ?» demanda Ivan, la voix chargée d'émotion. Nous nous sommes dirigés ensemble vers le bureau de William, un espace que j'avais maintenu exactement comme il l'avait laissé. Le coffre-fort était derrière son bureau, discret mais toujours présent. D'une main tremblante, j'ai composé la date de notre mariage et la porte s'est ouverte avec un léger clic. À l'intérieur, exactement comme William l'avait décrit, se trouvait une petite boîte en velours bleu. Ivan l'a sortie avec précaution et quand il l'a ouverte, nous avons tous deux retenu notre souffle d'admiration. C'était un ensemble de bijoux anciens, manifestement de famille, composé d'un délicat collier de saphir et de petits diamants, des boucles d'oreilles assorties
et un bracelet discret. Avec les bijoux, il y avait une petite note écrite par la grand-mère de William, expliquant que les pièces avaient appartenu à 4 générations de femmes de la famille Silva. « Maman, » dit Ivan, refermant la boîte soigneusement, « quand je trouverai quelqu'un que tu approuves, quelqu'un qui nous respecte et nous aime vraiment, ces bijoux seront pour elle. » « Et je promets, » répondis-je, touchant son visage avec tendresse, « que je ne laisserai plus jamais quelqu'un comme Hélène s'approcher de toi sans être absolument certaine de ses intentions. » Cet après-midi-là, nous avons reçu une visite inattendue. Thérèse Costa est revenue chez nous, cette fois accompagnée d'un photographe discret. « Le reportage a été publié aujourd'hui, » annonça-t-elle, me tendant un exemplaire du journal. « Vous êtes en première page. » Le titre disait « Une mère courageuse déjoue un système criminel et sauve son fils d'une escroque. » La photo montrait notre maison vue de la rue, discrète mais élégante. « Comment les gens ont-ils réagi ?» demanda Ivan, feuilletant nerveusement le journal. « Très positivement, » répondit Thérèse avec un sourire. « Nous avons reçu des dizaines d'appels de familles partageant des expériences similaires. Votre courage, Madame Hélène, a inspiré beaucoup d'autres mères à faire confiance à leurs instincts. » « Et d'autres victimes se sont manifestées ?» demandai-je, toujours préoccupée par le bien-être d'autres familles. « Oui, » confirma la journaliste. 8 autres familles se sont manifestées après la publication du reportage. La police pense que nous pourrons démanteler complètement ce réseau criminel. Après le départ de Thérèse, Ivan et moi sommes restés dans le jardin, observant le coucher de soleil que William aimait tant. Il avait planté les rosiers qui fleurissaient maintenant abondamment, créant une atmosphère de paix et de réflexion. « Maman, » dit Ivan, brisant le silence contemplatif, « as-tu des regrets sur la façon dont tu as géré toute cette situation ?» J'ai réfléchi soigneusement à sa question. « Le seul regret que j'ai, » ai-je répondu honnêtement, « c'est d'avoir mis autant de temps à agir. Mon instinct m'alertait au sujet de Hélène dès la première rencontre, mais j'ai hésité, car je ne voulais pas te blesser. Et si tu avais agi plus tôt, est-ce que je t'aurais écouté ?» demanda-t-il, connaissant bien son propre entêtement. « Probablement pas, » ai-je admis avec un triste sourire. « Tu étais amoureux, ou du moins, tu croyais l'être. Parfois, nous devons laisser les gens que nous aimons faire leurs propres erreurs. » « Mais tu ne m'as pas laissé commettre l'erreur fatale, » observa Ivan. « Tu m'as protégé au bon moment, de la bonne manière. »« C'est à ça que servent les mères, » ai-je répondu, répétant les mots que j'avais prononcés tant de fois pendant ces mois difficiles. Alors que la nuit approchait, j'ai senti une paix profonde s'installer dans mon cœur. Nous avions affronté une terrible tempête, mais nous en étions sortis plus forts et plus unis en tant que famille. William aurait été fier de la façon dont nous avions honoré son héritage d'amour, de protection et de sagesse. Ivan s'est levé et m'a tendu la main pour m'aider. « Rentrons, maman. J'ai quelques lettres à écrire. »« À qui ?» ai-je demandé curieuse. « À papa, » a-t-il simplement répondu. « Je veux lui raconter comment j'ai appris à valoriser la famille que j'ai, plutôt que de prendre des risques avec des gens qui ne nous méritent pas. » Tandis que nous retournions vers la maison, éclairés par les douces lumières que William avait installées des années auparavant, j'ai su que nous n'avions pas seulement survécu à l'épreuve, mais que nous avions grandi à travers elle. Notre famille était véritablement guérie et plus forte que jamais. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit transformatrice dans notre maison, et j'observais par la fenêtre de la cuisine Ivan qui se promenait dans le jardin avec une jeune femme aux cheveux châtains et au sourire authentique. Elle s'appelait Véronique Oliveira, avait 29 ans, était pédiatre et avait rencontré mon fils par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un dîner de bienfaisance à l'hôpital où elle travaillait. Contrairement à Hélène, Véronique s'était présentée naturellement à notre famille, partageant des histoires sur ses parents, qui était professeur retraité dans le Minas Gerais
et sur sa sœur cadette qui étudiait l'ingénierie. Ces questions sur notre famille venaient d'une curiosité sincère, non d'un intérêt calculateur, et elle n'avait jamais montré de fascination excessive pour nos biens matériels. « Madame Hélène, » dit Véronique en entrant dans la cuisine avec Ivan, « puis-je vous aider pour le déjeuner ?»« Bien sûr, ma chérie, » ai-je répondu en lui donnant quelques tomates à couper. « Ivan m'a dit que vous faites une salade spéciale. »« C'est une recette de ma grand-mère, » expliqua-t-elle en se lavant les mains dans l'évier. Elle disait toujours que la nourriture préparée avec amour a une saveur différente. J'ai observé comme elle évoluait naturellement dans la cuisine, sans évaluer les ustensiles, ni examiner les appareils électroménagers coûteux. Ses mains étaient délicates mais pratiques, habituées au travail minutieux qu'exigeait sa profession. Quand elle riait aux blagues de Ivan, ses yeux brillaient d'une affection authentique, non de l'intérêt fin que j'avais appris à reconnaître. « Maman, » dit Ivan en s'approchant de moi pendant que Véronique préparait la salade, « puis-je te parler après le déjeuner ?»« Bien sûr, mon fils, » ai-je répondu, remarquant dans ses yeux une lueur spéciale que je n'avais pas vue depuis l'épisode avec Hélène. Pendant le déjeuner, Véronique nous a parlé de son travail à l'hôpital, décrivant avec une passion authentique combien elle aimait s'occuper des enfants. Elle a parlé des cas difficiles qu'elle avait affrontés, toujours avec humilité et compassion, sans jamais essayer de se mettre en avant ou d'impressionner. Quand Ivan a mentionné le travail juridique qu'il faisait pour certaines institutions caritatives, elle a montré un intérêt réel, posant des questions intelligentes sur la façon dont le droit pouvait aider les familles dans le besoin. Véronique, ai-je dit en lui servant une deuxième portion de la tarte au citron que j'avais préparée. Ivan m'a dit que vous vous êtes rencontrés il y a 6 mois. Comment a été cette expérience? Elle a été merveilleuse, Madame Hélène, a-t-elle répondu en regardant tendrement mon fils. Ivan est un homme intègre et gentil. J'admire la façon dont il parle de sa famille, particulièrement de vous. Il est rare de trouver des hommes qui ont une relation aussi proche et respectueuse avec leur mère. J'ai senti mon cœur se réchauffer à ces paroles sincères. Contrairement à Hélène, qui essayait toujours de me conquérir avec des compliments exagérés sur mes bijoux ou ma décoration, Véronique appréciait les vraies valeurs comme la famille et le caractère. Après le déjeuner, Véronique s'est proposée pour faire la vaisselle, insistant gentiment quand j'ai essayé de refuser son aide. Ma mère m'a toujours appris qu'un invité qui n'aide pas n'est pas le bienvenu pour revenir, a-t-elle dit avec un sourire espiègle qui m'a fait rire sincèrement. Pendant qu'elle rangeait la cuisine, Ivan m'a conduite jusqu'à la bibliothèque où nous avions lu tant de lettres de William ces dernières années. Il semblait nerveux, mais c'était une anxiété positive, complètement différente de la tension qu'il manifestait pendant sa relation avec Hélène. « Maman », commença-t-il, s'asseyant sur la chaise que son père occupait habituellement. « J'aimerais avoir ton avis sincère sur Véronique. »« Tu veux mon opinion ou mon approbation ?» demandai-je, connaissant bien mon fils. Ivan sourit, reconnaissant la différence subtile mais importante. « Les deux, admit-il. Mais surtout, je veux savoir si tu sens qu'elle est authentique, si ses intentions sont pures. » Je respirai profondément, me souvenant des leçons douloureuses que nous avions apprises ensemble. « Ivan, Véronique est complètement différente de Hélène. Elle montre un intérêt réel pour toi en tant que personne, pas en tant que membre de la famille Monteiro. Ces questions sur notre histoire viennent d'une curiosité affectueuse, pas d'un calcul financier. « Tu as confiance en elle ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'espoir prudent. « Oui », répondis-je sans hésitation. Plus important encore, mes instincts maternels ne sonnent pas l'alarme quand je suis près d'elle. Au contraire, je ressens de la paix et du naturel. Les yeux de Ivan se remplirent de larmes de soulagement. « Maman, je l'aime, dit-il, la voix étranglée. Pas de cette façon désespérée et aveugle, comme je pensais aimer Hélène, mais d'une manière mûre et consciente. Véronique me connaît complètement, y compris toute l'histoire avec Hélène, et pourtant, elle a choisi de rester.
Elle sait tout ce qui s'est passé ?» demandai-je, impressionné par la transparence de mon fils. « Tout », confirma Ivan. Je lui ai parlé de la fête, de comment tu m'as protégé, du stratagème criminel, de comment je me suis senti idiot d'avoir été trompé. Véronique a tout écouté avec patience et compréhension. Et comment a-t-elle réagi? Elle a dit qu'elle t'admirait d'avoir eu le courage de me protéger, même en sachant que je ne comprendrais peut-être pas sur le moment, répondit-il, souriant à travers ses larmes. Et elle a dit qu'elle espérait gagner ta confiance par des actes cohérents, pas par des paroles creuses. À ce moment-là, Véronique apparut à la porte de la bibliothèque, visiblement hésitante à interrompre notre conversation. « Excusez-moi, dit-elle, je ne voulais pas déranger, mais j'ai fini dans la cuisine et je pensais vous dire au revoir. »« En fait, Véronique, dit Ivan, se levant et lui tendant la main, il y a quelque chose que nous aimerions te montrer. » Il marcha jusqu'au coffre-fort de William et en sortit la boîte bleue que nous avions découverte 2 ans auparavant. Véronique regarda curieusement mais ne montra ni avidité ni attente excessive, seulement un intérêt respectueux. Cette boîte contient des bijoux qui ont appartenu à la famille de mon père pendant 4 générations, expliqua Ivan, l'ouvrant soigneusement. Mon père a laissé des instructions spécifiques sur quand et à qui ils devraient être remis. Véronique observa les saphirs et les diamants avec une admiration authentique, mais ses premiers mots concernaient l'histoire, pas la valeur. « Qu'ils sont beaux, murmura-t-elle. Ils doivent avoir tant de souvenirs et d'histoires à raconter. » « Véronique, dis-je, m'approchant d'elle, mon mari a écrit que ces bijoux devaient être remis à la femme spéciale que mon fils choisirait d'aimer véritablement, mais seulement avec mon approbation totale. » Elle me regarda avec des yeux écarquillés, comprenant clairement l'importance du moment. « Madame Hélène, dit-elle doucement, je ne présumerai jamais mériter quelque chose d'aussi précieux. Ces bijoux représentent l'histoire de votre famille. »« Exactement, répondis-je, touchant délicatement sa main. Et maintenant tu fais partie de cette histoire. » Ivan s'agenouilla devant Véronique, sortant une bague simple mais élégante de sa poche. « Véronique Oliveira, dit-il, sa voix ferme et émue, veux-tu m'épouser et devenir officiellement membre de notre famille ?» Les larmes coulèrent sur le visage de Véronique, tandis qu'elle regardait alternativement Ivan et moi. « Oui, chuchota-t-elle. Oui, j'accepte. » Quand Ivan mit la bague à son doigt, je sentis la présence réconfortante de William autour de nous, comme s'il bénissait ce moment. Contrairement à la fête désastreuse avec Hélène, cette proposition se déroulait dans une ambiance intime, entourée d'amour sincère et d'approbation familiale. « Véronique, dis-je, sortant le collier de saphir de la boîte, ces bijoux ont attendu longtemps la bonne personne. Aimerais-tu les porter à ton mariage ? » « Ce serait un honneur, » répondit-elle, me permettant de mettre le collier à son cou. « Je promets d'en prendre soin et de les transmettre quand ce sera approprié. » Dans les mois qui suivirent, j'observais Véronique s'intégrer naturellement à notre routine familiale. Elle venait dîner régulièrement avec nous, offrant toujours son aide à la cuisine et montrant un intérêt sincère pour nos traditions. Contrairement à Hélène, qui semblait toujours jouer un rôle, Véronique était constamment elle-même, gentille, intelligente et aimante. Le mariage eut lieu dans le même jardin où nous avions planifié la cérémonie avec Hélène, mais cette fois l'atmosphère était complètement différente. Véronique avait insisté sur une célébration simple et élégante, centrée sur la famille et les amis proches, plutôt que sur l'ostentation. Elle portait les bijoux de la famille Silva avec grâce et gratitude, et lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, j'ai pu voir que Ivan avait enfin trouvé le véritable amour qu'il méritait. Pendant la fête, j'ai observé Véronique discuter tendrement avec ses parents venus de Minas Gerais, des gens simples et travailleurs qui avaient élevé une fille aux valeurs solides. Elle a présenté chaque membre de la famille Silva à ses proches avec une fierté authentique,
incluant des histoires sur William qui montraient à quel point elle s'était véritablement intéressée à notre histoire familiale. « Madame Hélène, » dit Véronique, s'approchant de moi pendant la fête, « merci de m'avoir accepté dans votre famille et d'avoir protégé Ivan jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui le mérite vraiment. Merci d'aimer mon fils comme il mérite d'être aimé, » ai-je répondu, en l'embrassant avec une tendresse maternelle sincère. Ce soir-là, après le départ de tous les invités, j'ai trouvé Ivan seul dans le jardin, au même endroit où William avait l'habitude de lire ses journaux. Il tenait l'une des lettres de son père, celle qui parlait de la reconnaissance du véritable amour. « Comment sais-tu que cette fois-ci c'est différent ?» ai-je demandé, m'asseyant à ses côtés sur le banc que William avait installé sous le jabuticabier. Parce qu'avec Hélène, je me sentais constamment anxieux, comme si je devais prouver quelque chose, a-t-il répondu, pliant soigneusement la lettre. Avec Véronique, je ressens la paix. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Et comment sais-tu qu'elle t'aime vraiment ? Parce qu'elle m'a choisi en connaissant tous mes défauts et mes vulnérabilités, a dit Ivan, regardant les étoiles que son père admirait tant. Hélène était tombée amoureuse d'une version idéalisée de moi qu'elle s'était construite dans son esprit. Véronique aime l'homme réel, avec ses cicatrices et tout le reste. Tandis que nous rentrions à la maison, j'ai ressenti une profonde gratitude pour tout ce que nous avions traversé ensemble en tant que famille. L'expérience douloureuse avec Hélène nous avait appris de précieuses leçons sur la confiance, l'intuition et l'importance de protéger ceux que nous aimons. Plus important encore, elle avait préparé Ivan à reconnaître et à valoriser l'amour authentique lorsqu'il le trouverait enfin. Aujourd'hui, en observant mon fils construire une vie heureuse avec Véronique, je sais que chaque décision difficile prise cette nuit fatidique en valait la peine. Protéger notre famille n'était pas seulement une question de démasquer une criminelle. Il s'agissait de préserver notre capacité à aimer et à faire confiance aux bonnes personnes. William serait fier de la façon dont nous avons honoré son héritage de sagesse, d'amour et de protection familiale inconditionnelle.